Alors pour la conférence de ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement au concept et au terme de multinational. Pourquoi est-ce qu'il a pris de l'importance dans le monde d'aujourd'hui, quelle est son origine, quelle est sa pertinence pour décrire l'économie d'aujourd'hui, et finalement sur les grandes entreprises que sont les multinationales, quelles sont leur présence, leur rôle dans l'économie d'aujourd'hui, et qu'est-ce que ça signifie véritablement pour le citoyen, pour celui qui veut simplement comprendre la manière dont fonctionnent les choses au niveau international dans l'économie globalisée aujourd'hui, et du coup qu'est-ce que ça signifie en termes de compréhension et de positionnement du simple citoyen que nous sommes. Donc nous avons la chance de recevoir ce soir Swan Baumier, qui a la gentillesse de nous rejoindre depuis Paris, où il est enseignant-chercheur à l'université La Sorbonne. Donc pour résumer très rapidement son parcours, et il le complétera pour préciser certains points, Swan Baumier donc est ingénieur des ponts et chaussées, et il a réalisé un master à l'Institut d'études politiques, donc Sciences Po Paris, dans le domaine de l'action. Alors il a réalisé une thèse à Sciences Po dans le domaine de l'action et de la responsabilité des entreprises dans les pays en développement. Il a ensuite réalisé un postdoc en partenariat avec l'ESSEC Business School et l'Agence française du développement sur différentes problématiques du développement et de l'action des entreprises, dont il va pouvoir vous parler un tout petit peu plus en détail que je ne saurais faire. Donc je vais le laisser terminer de se présenter de manière plus précise, et puis nous attaquerons par un temps d'environ 45 minutes d'interview, de questions, où on essaiera de balayer le thème, le concept de multinational. Ensuite, à ces 45 minutes, nous prendrons 10 minutes de pause de buzz pour que vous puissiez discuter entre vous et faire émerger des questions sur la base de petits que vous pourrez écrire sur des petits papiers qu'on fera circuler dans la salle. On récupérera ces papiers, je les lirai très rapidement et j'en déduirai des questions qui serviront à l'échange avec la salle et avec Swan pour encore une demi-heure, ce qui nous amènera à terminer vers 21h45, 22h. Voilà. Donc Swan, je te laisse la parole pour terminer. Merci. Merci de m'accueillir ici. Merci aux organisateurs de m'avoir fait confiance. Et voilà, donc j'ai fait un master à Sciences Po en affaires internationales. Et après, pendant mon master, j'ai été en Inde pendant 8 mois pour étudier l'implantation de Veolia, qui avait un partenariat public-privé, et j'étudiais la question de savoir si comment le passage d'une gestion publique à une gestion en partenariat public-privé allait changer ou pas l'accès à l'eau dans les bidonvilles. Donc ça, c'était en 2011. Et après, de 2012 à 2016, j'ai fait une thèse, toujours à Sciences Po, sur l'implantation de Michelin en Inde. Et on pourra en reparler dans les questions ou questions ensuite. C'est une implantation qui a donné lieu à une plainte à l'OCDE. Et donc j'ai regardé un peu comment est-ce qu'un mouvement social arrivait jusqu'à l'OCDE, qu'est-ce qui se passait dans ce genre d'instance de régulation, et ensuite quels étaient les effets de cette action en justice sur le terrain. Voilà. Et après, l'année dernière, j'ai fait un postdoc. Et je pense que là, pas mal de choses qui seront dites là viennent de ces recherches sur le droit international et les mouvements sociaux. Donc voilà. Très bien. Donc on va commencer tout de suite par une première question qui en fait s'attache strictement au terme de multinational. Finalement, d'où vient ce terme de multinational? Quand est-ce qu'il a émergé? Quand est-ce que c'est devenu un concept important? Aujourd'hui, on en parle tout le temps, mais finalement, on n'est pas forcément sûr de ce que ça veut dire. Et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un concept important pour comprendre l'économie mondiale? Ok. Alors, après, ça dépend du temps. Tu me diras si je coupe ou pas la réponse. Alors, le terme de multinational, il a émergé dans les années 60-70, en gros. Et après, peut-être que j'interviendrai parfois en disant aussi le terme de transnational. C'est deux termes qui sont assez proches. Moi, je préfère le terme transnational, mais ça veut dire la même chose. D'ailleurs, l'ONU et l'OCDE, par exemple, utilisent l'un multinational, l'autre transnational. En gros, c'est un terme qui veut dire qu'une entreprise c'est une entreprise qui a des locaux
dans plus qu'un pays. Donc à partir de là, on dit qu'elle est multinationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée à un seul territoire, un seul État-nation, mais qu'elle opère dans plusieurs États-nations. Alors si on revient très très en arrière, pour comprendre pourquoi est-ce que ça... Quelle est la spécificité d'une entreprise multinationale par rapport à une entreprise locale, si on revient dans le droit, vraiment au fondement de tout ça, on peut se dire que, par exemple en Angleterre, en 1720, il y avait le South Sea Bubble Act, et aux États-Unis, en 1815, il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle, et en gros, dans ces deux éléments donc, juridiques, on définissait l'entreprise comme quelque chose que permettait l'État. Donc c'est l'État qui donne naissance à l'entreprise. Donc l'entreprise en gros est une personne fictive qui n'a d'existence que parce que l'État le permet. Et en gros la différence par rapport à un entrepreneur artisan, c'est que ou dans une entreprise familiale, en gros vous avez une raison d'être qui est portée par des gens qui, quand ils meurent, la raison d'être cesse d'exister, par exemple. Alors que dans l'entreprise, la raison d'être économique n'est pas attachée aux personnes qui vont la réaliser de façon quotidienne. D'accord ? Donc en gros, ça dépasse le cadre des individus qui vont opérer en son sein. Et l'idée à la base, à ce moment-là, donc c'était au XVIIe siècle, c'était de se dire comment est-ce qu'on permet de faire un certain nombre d'activités économiques pour lesquelles l'artisanat ne va pas être suffisant. Et à cette époque-là, il était entendu qu'en gros, comme c'est l'État, en tout cas c'est le souverain local qui crée l'entreprise, c'était impossible que cette entité donc, juridique qu'on crée, qui est l'entreprise, opère dans plus que 2 pays. Donc une entreprise ne pouvait opérer que dans sa juridiction de naissance. Donc par exemple aux États-Unis, où on avait un État fédéral au tout début, et ça c'est l'arrêt de 1819 de Dartmouth College, c'est de dire, en gros ce qu'on avait dans les années 1800, c'était quand vous avez créé une entreprise dans l'État, je sais pas, du Connecticut, cette entreprise ne pouvait pas avoir d'activité dans l'État du New Jersey. Parce que on se disait, c'est l'État du Connecticut qui lui a donné naissance, et donc elle doit opérer seulement dans le Connecticut, puisque dans l'État voisin américain, elle n'a pas d'existence juridique. C'est pas cet État qui lui a donné naissance, donc ça ne marche pas. Et en fait, au fur et à mesure que les entreprises se sont développées et ont commencé à vouloir s'étendre, s'est posé la question de, mais alors que se passe-t-il si on a un bureau au Connecticut, une entreprise du Connecticut qui veut ouvrir une filiale dans le New Jersey. Donc ça c'était déjà à l'échelle des États-Unis, et ensuite au niveau mondial c'est la même question qui se pose, c'est quand vous êtes une entreprise française, américaine, hollandaise ou indienne, si vous ouvrez une filiale, un bureau, en gros une représentation, un point de vente ou que sais-je dans un autre État, quelle va être votre relation par rapport à la maison mère, et s'il y a un conflit à un moment donné, quel est le juge qui va arbitrer ce conflit, etc. En gros, c'est ça la question, c'est ça la question de base, c'est comment est-ce que on va gérer une entreprise qui est dans plusieurs endroits. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, en gros, c'est que et ça on aura le temps d'y revenir ensuite, c'est que la différence entre une entreprise et un cartel ou une mafia, c'est que la mafia, en gros, et on le voit par exemple dans le trafic de drogue, on pourrait considérer que les mafias de la drogue, c'est juste des énormes entreprises qui font du commerce, de la production, du commerce, de le service après-vente de drogue. Et en fait, la différence par rapport à une entreprise, c'est que la mafia ne demande pas à être protégée par l'État. Ce que fait l'État, c'est qu'il construit tout un système juridique pour protéger cette entreprise.
et les salariés qui y travaillent. Elle protège les salariés par le droit social, elle protège l'entreprise en protégeant ses droits de propriété, en protégeant son droit à l'image, en lui donnant accès à un juge s'il y a un problème avec des contrats, avec ses sous-traitants, avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Donc, en gros, l'entreprise n'existe que parce que l'État le permet. Mais à partir du moment où cette entreprise agit dans plusieurs pays, se pose la question de quel juge va la défendre, ou si quelqu'un a quelque chose, un employé ou une personne extérieure à l'entreprise veut attaquer cette entreprise, quel est le juge qui va être compétent. Et à partir de là, en gros, et donc ça dans les années 70, c'est là où on commence à avoir beaucoup de conflits, en gros, pour savoir quel est le juge compétent dans des conflits. Si on a un conflit d'investissement, si on a une expropriation, etc., c'était pas évident de savoir si l'expropriation, en gros, ça devenait une affaire diplomatique. Et donc c'est là où commence à émerger cette question, avec dans les années 70, l'ONU qui commence à s'intéresser aussi au problème de la souveraineté, quand vous avez des entreprises extrêmement puissantes qui commencent à investir dans des pays très pauvres, et donc avec une affaire célèbre au Chili, où au moment où Allende était élu pour être président du Chili avec un programme socialiste de nationalisation, Allende avait comme programme de nationaliser des entreprises qui étaient jusqu'alors privées, et des entreprises américaines qui ne voulaient pas être nationalisées ont commencé à financer les partis d'opposition de droite pour ne pas faire en sorte que Allende soit élu, avec la complicité de la CIA. Et en fait, cette affaire a donné lieu ensuite à des travaux par l'ONU pour se dire en fait comment est-ce qu'on va réglementer ces entreprises multinationales, et où donc on voit que le manager de l'entreprise multinationale, c'est un Américain qui a des intérêts au Chili, qui sont contre et qui commence à agir contre la souveraineté et l'autodétermination du peuple chilien à réglementer l'économie sur le territoire chilien, en gros. Voilà. Bon, on va commencer comme ça. Après, juste pour donner 2-3 chiffres pour se rendre compte à quel point c'est une question importante. Donc d'après la CNUSED, qui est l'organisme des Nations Unies pour le commerce et le développement, en 1990, on avait 37 000 entreprises multinationales qui avaient 175 000 filiales, et 13 ans plus tard, en 2003, on avait 64 000 entreprises transnationales, donc ça veut dire que ça avait fait x2 en 13 ans, mais le nombre de filiales avait explosé à 870 000, c'est-à-dire que le nombre de filiales avait été multiplié par 5. Donc il faut se rendre compte que la toile d'araignée, en gros, et la capacité des entreprises à s'étendre dans plusieurs juridictions, elle augmente de plus en plus vite. On a de plus en plus d'entreprises multinationales, et ces entreprises multinationales ont de plus en plus d'activités dans de plus en plus de pays différents. Donc c'est une question de savoir comment est-ce que on va passer d'un modèle où on se disait une entreprise du New Jersey ne peut pas travailler au Connecticut à une entreprise comme Total, par exemple, qui est dans 170 pays, ou McDonald's qui est dans 180, enfin je ne sais pas les chiffres exacts, mais en gros, on a des entreprises qui sont dans plus de 150 pays. Comment est-ce qu'on va les réglementer? Il n'y a plus un seul juge qui peut tout faire. Voilà. D'accord. Alors du coup, l'exemple qui a été donné sur la nationalisation au Chili constitue une bonne transition pour la deuxième question, qui s'intéresse plus à la notion de puissance des multinationales. On parle souvent dans la presse du pouvoir des multinationales. Et ça, je pense que ça demande à être un peu développé, un peu précisé. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle du pouvoir des multinationales? De quelle forme de pouvoir s'agit-il? Quels sont les modes d'action des entreprises pour agir dans les pays où elles sont présentes et voire sur la scène internationale? Ok. Alors, en fait, sur le pouvoir des multinationales, déjà on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que le pouvoir, parce qu'il y a plusieurs façons de se dire, selon la définition qu'on prend du pouvoir, déjà oui, elles ont du pouvoir, mais en même temps, il faut garder à l'esprit que si elles ont du pouvoir, elles sont aussi dépendantes de l'État. Donc il faut sortir de la caricature de se dire, ça c'est reconnu, mais dans les médias parfois on peut avoir l'impression que c'est toujours l'État contre
l'État est vent debout contre les multinationales et les multinationales oppriment l'État, etc. En fait, c'est beau. Enfin, comme je vous l'ai montré, évoqué dans la question d'avant, les entreprises n'existent pas si l'État ne leur donne pas ce droit d'exister. En gros, une entreprise, l'État, s'il décide un jour de clore une entreprise, ça devient une mafia. Donc la question, c'est de savoir, donc même si on a en fait, à partir du moment où une entreprise existe et a une existence juridique reconnue, il faut se rendre compte que son pouvoir reste limité parce qu'en gros, l'État veut bien lui donner. Après, la question se pose quand on a une multinationale qui est dans plusieurs pays, on a aussi des rapports de force qui ne sont plus les mêmes. Par exemple, quand on sait que dans les 100... alors, c'est contesté parce qu'il y a des gens qui disent que le PIB, ce n'est pas équivalent à un chiffre d'affaires ou à un bénéfice, mais vous voyez le chiffre circuler, parmi les 100 plus grandes puissances économiques, une cinquantaine sont des entreprises privées, parce que le bénéfice ou le chiffre d'affaires d'une entreprise comme Exxon dépasse de loin le PIB de beaucoup de pays asiatiques, africains, latino-américains, etc. Donc oui, quand une entreprise comme Total, par exemple, investit en Ouganda, le rapport de force, c'est pas l'Ouganda ne peut pas supprimer l'existence de Total. Donc en gros, ce qui était vrai pour dire l'entreprise doit tout à l'État qui lui donne naissance n'est plus vrai quand on est dans une multinationale très puissante qui investit autre part. Donc, à partir de là, les multinationales, elles ont un pouvoir dans la façon dont elles vont négocier avec les États. Pour les États qui sont, pour les entreprises qui sont dans le secteur des matières premières, ça peut sembler moins évident parce qu'on peut se dire, de toute façon, les matières premières, elles sont là où elles sont. Donc l'État, s'il veut avoir accès au pétrole, au charbon, etc., à l'or, enfin aux métaux ou au gaz, il va devoir se plier à ce que l'État veut lui offrir, parce que sinon il ne peut pas avoir accès à la ressource. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ces États-là aussi ont besoin que des investisseurs viennent pour exploiter cette ressource. Donc là, on est déjà dans un rapport de force de savoir à quel point une entreprise a envie d'investir et à quelles conditions elle va investir. Alors ça, c'est pour les entreprises qui sont dans les matières premières de type pétrole, gaz, mines, etc. Mais quand on est dans des entreprises qui ne sont pas liées à un territoire particulier, par exemple, si vous êtes en train de fabriquer des jeux en plastique et que vous n'avez pas besoin de la matière première dans ce pays, là la compétition devient encore plus rude et on a ce qu'on a partout qui est en gros, est-ce qu'on fait du dumping social, est-ce qu'on fait du dumping fiscal, est-ce qu'on allège nos réglementations ou est-ce qu'on évite même d'adopter des lois qui vont avoir un effet négatif sur notre capacité à attirer des investisseurs. Donc à partir de là, il y a un pouvoir entre guillemets de la multinationale à poser les termes du débat, poser ses conditions. Vous voyez ça de façon très claire dans le développement des zones franches, par exemple. Les zones franches, il y en a dans tous les pays en développement, il y en a aussi en France, où il y a des clauses sociales sur le travail de nuit, sur le droit à se syndiquer, sur tout le droit social, sur le droit aussi fiscal, sur le droit des douanes, etc. Donc beaucoup de droits peuvent être aménagés pour attirer des investisseurs. Donc là, c'est la compétition néolibérale dans laquelle on est tous plus ou moins plongés en ce moment et qui est fortement remise en cause par tous les adeptes d'une remise en cause du libre-échange dérégulé. Mais en gros, par exemple, un bon exemple, si vous vous demandez à quel point ce que je vous dis là, de cette compétition néolibérale, est-ce que c'est vraiment vrai, vous pouvez aller voir sur la Banque mondiale, par exemple, produit pour chaque pays et pour certains pays, pour des États, quand c'est des États fédérés qui n'ont pas les mêmes lois, un ranking un ranking sur la facilité à investir dans un pays. Et donc, tous les ans, il y a un ranking qui évolue de où est-ce que c'est le plus facile d'investir. Donc Singapour est en tête, la Somalie est dernière, et entre les deux, vous avez tous les pays, voire même
Par exemple, pour l'Inde, il y a Bangalore et New Delhi et Bombay qui vont être traités de façon différente. Et en fait, la Banque mondiale analyse les lois, analyse la facilité à monter un business, la facilité à clore un business, etc. Et vous dit, si vous voulez monter une boîte pour faire des cotons-tiges ou du verre, ou peu importe, en fait, ce sera le plus facile pour vous, ce sera à tel endroit. Donc, c'est même quelque chose qui est institutionnalisé par les organisations internationales, par les institutions financières, pour vous dire là où c'est le plus facile d'investir. À partir de ce moment-là, vous avez tous les États qui commencent à se dire bon, comment est-ce que je remonte dans ce classement, le Vietnam qui va se dire comment je vais prendre l'investissement qui doit aller au Cambodge, au sein même de l'Inde, pour un cas que je connais bien puisque c'était dans ma thèse, Michelin a mis en compétition 6 États différents en Inde, en gros les 6 grandes villes et les 6 États les plus industrialisés, et se dit lequel me offre le meilleur deal. Toujours en Inde, Nokia, ils avaient 9 usines. Pour construire leur 10e usine, ils se sont dit on va construire notre 10e usine autre part qu'en Chine, seulement si parce que c'était plus facile pour eux d'investir en Chine parce qu'ils connaissaient déjà le système politique pour s'y inscrire. Ils se sont dit on investira hors de Chine seulement si le coût de revient du téléphone est 10% plus faible que notre coût de revient chinois. Et donc là, ils ont mis 6 pays différents en compétition. En Inde, ils ont mis plusieurs États en compétition, et là, ça devient la braderie internationale, et tous les États se battent pour avoir Nokia. À la fin, c'est le Tamil Nadu qui l'a remporté, parce qu'ils avaient 11% C'était 11% moins cher que le prix de revient du téléphone en Chine, et donc ils ont rapporté l'appel d'offres. Donc Nokia est venu s'installer. Bon, il se trouve qu'après, 10 ans plus tard, il y a 2-3 ans, quand Nokia a été revendu, cette usine a fermé. Donc en plus, le deal, c'est que l'État a offert des conditions superbes en termes de non-paiement ils avaient une vacance de fiscalité de 10 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, on ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, etc. Donc pour attirer l'investisseur, et puis finalement, 10 ans après, l'usine ferme parce qu'il y a une revente dans une fusion-acquisition. Enfin bref, donc déjà, il y a tout ce type de pouvoir-là, qui est de mettre les États en compétition. Et ça, c'est non négligeable, on voit ça aujourd'hui en France, dans tous les débats de compétitivité, machin, etc. Un autre type de pouvoir, vous connaissez tous ça, j'imagine, depuis qu'il y a eu l'affaire du CETA et des tribunaux d'arbitrage. C'est donc le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui était en cours de négociation, qui est maintenant en vigueur, même si non adopté, enfin bref, donc on pourrait revenir aussi là-dessus. C'est là où aussi on voit que les multinationales ne sont pas seules dans le jeu, mais que les États jouent un très gros rôle, c'est la capacité des États, des entreprises, à remettre en cause la politique des États et leurs décisions si elles considèrent que ça va contre leur intérêt. Alors, il faut se rendre compte, et c'est là où je veux dire que le pouvoir des multinationales, il ne sort pas de nulle part, c'est que cette capacité-là, elle provient des États qui ont eux-mêmes donné ce droit aux entreprises dans les années 60. C'est-à-dire que la capacité d'une entreprise à remettre en cause la politique d'un État par de l'arbitrage, donc l'arbitrage, ça veut dire que c'est 3 juges, vous avez d'un côté l'État, de l'autre côté l'entreprise, chacun des deux nomme un arbitre, donc c'est une personne comme vous et moi qui est en gros avocat international, et les 2 avocats qui sont nommés par ces 2 entités nomment un 3e arbitre, et c'est ce triumvirat de 3 personnes qui va décider de la sentence à appliquer, et il n'y a pas de cour d'appel. Donc après, comme il y a une autre question ensuite j'y reviendrai plus tard, mais en gros, l'arbitrage international, c'est une autre façon de parler du pouvoir des multinationales sur les États, parce qu'à ce moment-là, elles peuvent remettre en cause une politique. Si par exemple elles sont expropriées, elles peuvent dire je conteste cette expropriation, et donc je conteste la capacité de ce gouvernement à appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Ou si c'est un État totalitaire pour laquelle il s'est auto-désigné comme l'instance souveraine dans ce pays. Après, une troisième, je ne sais pas du tout le temps que je prends, une troisième action qu'il faut se rendre compte du pouvoir des multinationales, c'est l'action performative. C'est-à-dire l'entreprise multinationale
Enfin, ça marche aussi pour le plombier ou le boulanger local, mais du coin. Mais les entreprises ont un pouvoir performatif très fort, c'est-à-dire qu'elles construisent le réel. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais il y a eu une étude qui est parue dans ces 6 derniers mois, comme quoi 90% des émissions de gaz à effet de serre seraient dues à moins de 50 entreprises, je crois, ou 80% des émissions sont liées à 90 entreprises, je ne sais plus exactement les chiffres, mais globalement, on peut retracer les émissions de carbone depuis la révolution industrielle à moins d'une centaine d'entreprises qui sont des entreprises publiques ou privées, mais bon, par exemple Chevron, Total. Donc Total, par exemple, je crois, est responsable de l'émission de 1 à 2 ou je crois que c'est 2%, mais c'est de cet ordre-là, des émissions totales de gaz à effet de serre depuis les années 1800. Je crois que Aramco, je crois que c'est l'entreprise publique en Arabie Saoudite, est responsable de 5% des émissions mondiales historiques depuis 1800. Donc, après, je ne sais pas si vous connaissez le terme d'anthropocène, mais en gros, l'anthropocène, c'est de dire qu'on a changé d'époque géologique parce que maintenant, quand on creuse des carottes dans la terre, dans les glaces, par exemple, on voit le moment où l'homme commence à avoir un impact tel sur l'écosystème planétaire qu'on peut définir ça comme une nouvelle époque géologique. Mais en gros, les entreprises, elles ne sont pas seules responsables parce que, on y reviendra aussi tout au long de la soirée, mais les États permettent ça, les consommateurs comme nous demandons ça. Donc, les entreprises c'est pas des acteurs complètement séparés, mais en gros, les entreprises sont les acteurs qui permettent au monde de se reconfigurer à faire qu'on a l'étalement urbain, etc., etc. Donc là-dessus, les multinationales passent par un pouvoir de frappe encore plus important, ont un pouvoir de remodeler complètement la surface de la Terre. Et ensuite, dernier point peut-être, le pouvoir des multinationales, c'est aussi un pouvoir de redistribution. Donc elles créent de la valeur, entre guillemets, et elles remodèlent la surface de la planète, mais elles ont aussi un énorme pouvoir de redistribuer la valeur qui a été créée. Et en gros, elles le redistribuent de 4 façons différentes. Elles le redistribuent aux employés, donc par les salaires, les bonus, les stocks options, parachutes dorés, etc. D'accord ? Elles le redistribuent aux actionnaires par des dividendes ou parce que les gens ensuite spéculent sur les actions mises en bourse, etc. Mais donc le niveau de dividende, ça c'est aussi une forme de redistribution de la valeur qui a été créée dans l'entreprise. Elle le redistribue en investissement ou en fonds propres. Donc par exemple, Apple a des milliards de dollars en fonds propres qui sont sur des comptes en banque qu'ils pourront utiliser selon leur propre volonté dans le futur. Donc là, c'est l'entreprise redistribue à elle-même pour le futur, entre guillemets. Et après, quelque chose qui est assez peu souvent formulé, mais elle le redistribue aussi pour ses employés, pour l'avenir, quand elle investit dans des fonds de pension. Donc par exemple, en France, on y pense moins parce qu'on a un système de retraite par redistribution qui est géré par l'État, mais dans la plupart des pays dans le monde, les retraites sont gérées par des fonds de pension privés qui sont abondés par les entreprises. Et donc par exemple, si vous êtes un peu familier avec ce qui se passe en Angleterre, les fonds de pension anglais et le système de retraite anglais est en train de péricliter, en tout cas est en très grande crise en ce moment, parce que les entreprises anglaises n'ont pas assez abondé aux fonds de pension, et ça coûte extrêmement cher de payer les retraites de ces entreprises. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui sont plus capables de payer, qui sont en grande crise pour payer les retraites de leurs anciens employés. Et donc là, c'est une capacité de redistribution on n'y pense pas du tout, mais c'est un service public qui est assuré par ces acteurs privés qui doivent se demander quelle est leur capacité à redistribuer à leurs employés en ce moment, à leurs actionnaires en ce moment, quelle est leur capacité de redistribuer pour investir elles-mêmes pour le futur, mais aussi quelle est leur capacité à abonder au fonds de pension pour leurs employés passés qui sont aujourd'hui à la retraite, pour leurs employés qui sont encore en activité mais qui sont passés par leur entreprise et qui vont être à la retraite dans le futur,
pour leurs employés actuels qui vont être à la retraite plus tard, et pour leurs employés qui n'ont toujours pas, qui sont parfois même pas nés, mais qui vont travailler dans l'entreprise et seront à la retraite plus tard. Donc tout ça, c'est des... Voilà. Donc, enfin, le pouvoir des multinationales, il est énorme dans tous ces points-là, et vous voyez qu'il touche des domaines extrêmement techniques comme l'arbitrage, mais il touche aussi à tous les biens, à tout ce qui est service public. Par exemple, quand une entreprise... bon, et après, j'ai pas parlé de ça, mais par exemple, la plupart des services publics, aujourd'hui, sont assurés en partie ou pas, mais par des entreprises privées, parce que on a des partenaires publics-privés, ou juste parce que l'État sous-traite la réalisation de beaucoup d'activités à des entreprises privées. Voilà. Alors justement, je pense que là, on voit les différents modes d'action, les différents secteurs dans lesquels l'entreprise peut avoir un rôle et du coup une capacité d'action. Et du coup, ça pose la question derrière de la responsabilité de l'entreprise dans le domaine du bien commun, c'est-à-dire ces acteurs ayant une capacité d'action, il est légitime de se poser la question de savoir si elles ont une éthique et si elles peuvent également tenir une place dans la recherche dans la recherche du bien commun. Donc finalement, pour simplifier la question, c'est est-ce que les multinationales qui ont un pouvoir ont également un devoir d'éthique et intrinsèquement sont-elles capables dans leur structure d'assurer cette capacité d'éthique oui. Alors, oui, en gros, on peut se dire que là, ce que je vous ai montré avant en parlant du pouvoir des multinationales, c'est que les entreprises, qu'elles le veuillent ou pas, ont une réelle responsabilité politique. Politique au sens de action dans la société, donc politique au sens de police, du mot grec action dans la société. Parce qu'elles redistribuent, elles refondent la surface de la terre, etc. etc. Donc, ça fait aucun doute. Par contre, c'est extrêmement contesté par les entreprises elles-mêmes. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi quand Lafarge a dit qu'ils allaient construire le mur pour Donald Trump à la frontière du Mexique. Le PDG de Lafarge a dit dans tous les médias, nous on va se placer pour l'appel d'offres de Donald Trump, nous on va lui construire son mur, on est les leaders du béton, et d'ailleurs nous on ne fait pas de la politique, on ne fait que répondre à la demande. Donc, ça c'est complètement... Déjà c'est faux, et en plus c'est scandaleux parce que Lafarge, par sa position dans le business du béton mondial, a un poids énorme. Parce qu'il fait du lobbying dans beaucoup d'instances différentes, à la Commission européenne, dans les instances internationales, pour savoir qu'est-ce que c'est que la fiscalité, le droit de l'investissement, etc., etc. Donc les entreprises ont une responsabilité politique. La question c'est de savoir est-ce qu'elles le reconnaissent, déjà, et si elles le reconnaissent ou pas d'ailleurs, est-ce qu'elles ont une éthique propre? Alors, si on revient un peu en arrière, en gros ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la responsabilité d'une entreprise dans la société. En gros, on peut se dire qu'il y a deux façons, il y a un débat, une controverse, et je vais vous montrer que cette controverse, elle est en train d'être résolue dans un sens particulier, mais globalement dans les années 70, je ne sais pas si vous connaissez Milton Friedman, mais Milton Friedman, en gros, c'est un économiste qui a eu un prix Nobel, donc économiste néoclassique de l'école de Chicago, qui disait l'entreprise, il n'y a pas d'autre responsabilité pour l'entreprise que celle de maximiser son profit, alors souvent déjà les gens s'arrêtent là, parce que c'était un peu plus fin ce qu'il disait, mais donc il disait l'entreprise n'a pas d'autre responsabilité que de maximiser le profit pour ses actionnaires, et ce dans le respect de l'éthique et de la loi. Dans le respect de la loi, de l'éthique et des coutumes. Donc, ce qu'il disait, en gros, sa perspective à lui, c'est de dire l'entreprise est un acteur privé qui n'a rien à voir avec la construction de la loi et la définition du bien commun. Et donc, en tant qu'acteur privé, il agit comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il est soumis à la loi. Il faut qu'il agisse en respectant les coutumes, mais son but, sa seule raison d'être, c'est de maximiser son profit. Donc ça, c'est une vision de l'entreprise comme acteur privé qui agit pour son intérêt propre personnel.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune éthique autre que celle de maximiser son profit, entre guillemets, ou en tout cas, s'il y a une éthique de se soucier du bien commun, c'est toujours secondaire par rapport à cette primauté accordée au profit. Donc c'est vraiment une vision, on pourrait dire, instrumentale, parce que, j'allais dire que c'est une vision asociale, mais en fait, non. C'est-à-dire que, selon Friedman, l'entreprise avait une vocation sociale parce qu'elle répondait à un besoin, mais la vocation sociale, c'était l'État qui allait l'assurer, ou les acheteurs, les clients, qui allaient dire « j'ai besoin de ce produit », et en fait, l'entreprise devenait juste un instrument qui allait répondre à la demande. Alors ça, donc bon, voilà, donc ça c'est un cadre de pensée qui dit l'entreprise d'un acteur privé. Cette vision, elle est critiquable à beaucoup d'égards. D'abord parce que l'entreprise crée aussi la demande. Ça, c'est toutes les études critiques que vous pouvez avoir sur le marketing et la publicité. Donc il y a beaucoup de choses que l'entreprise crée comme demande. Donc déjà, elle est plus seulement dans une... Donc elle ne fait pas que répondre à de la demande, mais elle la crée. C'est aussi extrêmement critiquable parce que ça veut dire que l'entreprise n'est qu'un instrument, et les dirigeants et les gens dans l'entreprise n'ont aucune façon de remettre en cause ce qu'ils produisent. Et n'ont aucune, en plus dans cette vision, n'ont aucune raison de... si c'est légal, alors tout est possible. Et si c'est légal d'ailleurs, on va tout pousser à la limite de la légalité pour augmenter le profit. Et ça veut dire qu'en gros, vous êtes un citoyen, le jour où vous rentrez dans une entreprise, vous enlevez votre casquette de citoyen, vous éteignez votre cerveau, vous vous mettez en mode rat de laboratoire et vous courez pour augmenter le profit. Ce qui est une vision qui est complètement fausse de ce pourquoi on vit, en tout cas la majorité des gens, de ce qu'ils vivent dans le travail. En fait, toute la sociologie des professions, le fait qu'il y ait des gens qui fassent des burn-out, le fait qu'il y ait des gens qui fassent des reconversions, le fait qu'il y ait de la confiance ou de la défiance en entreprise, ça montre bien qu'il y a une vie sociale à l'intérieur des entreprises qui dépasse le simple cadre utilitariste de se dire l'entreprise est juste là pour maximiser un profit. L'entreprise est aussi un lieu de vie où les gens ont une éthique professionnelle qui remplissent. Alors ça peut être l'éthique de la compétition. Par exemple, il y a des gens qui vont choisir des professions où le but c'est d'être meilleur que son collègue, etc. Mais beaucoup de gens mettent une éthique particulière dans leur travail. Donc, de ce côté-là, on peut se dire qu'il y a un deuxième pendant de la responsabilité qui lui gagne du terrain aujourd'hui, qui est de se dire l'entreprise est un acteur politique et ce qui compte, ça va être peut-être de respecter la loi, mais ça va surtout être de s'intéresser à la légitimité. Et donc là, on change complètement de registre. C'est-à-dire que la responsabilité de l'entreprise, c'est de respecter la loi, peut-être, sûrement, mais c'est surtout de se demander, au-delà de la loi, tout ce qu'elle doit faire parce que la population du pays, ou le droit international, ou la multitude, le peuple, ou les mouvements sociaux, ou l'imaginaire collectif attend de ces entreprises. Et donc là, on change complètement de registre. Et par exemple, un exemple simple, c'est la fiscalité. Les paradis fiscaux, toutes les entreprises vous disent « mais ça c'est légal, nous on arrêtera le jour où les États se mettront d'accord. Nous en attendant, on va faire tout ce qu'on peut pour jamais payer d'impôts. » Globalement, vous avez Apple qui doit 13 milliards d'euros ou de dollars à l'Irlande. Et c'est là où on ne peut pas dire que l'Irlande est juste victime, puisque l'Irlande ne veut pas récupérer ces 13 milliards d'euros ou de dollars, parce qu'ils se disent, si on récupère ces 13 milliards de dollars, on perd notre raison d'être dans le système des GAFA, parce que les GAFA sont venus en Irlande se mettre sous la pluie, parce qu'on avait une fiscalité super avantageuse, et qu'on leur a accordé des avantages fiscaux. Et donc la question par exemple qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que l'entreprise doit-elle tout faire pour ne pas payer d'impôts ? Est-ce qu'elle doit aller voir le gouvernement irlandais et dire « je viendrai à Dublin seulement si vous me faites la ristourne de 13 milliards ». Et donc là, on n'est plus du tout dans la légalité, dans le sens où l'Irlande leur donne ce droit, et jusqu'à ce que la Commission européenne donne cette amende à Apple et à l'Irlande, c'était tout à fait légal.
Et pourtant, les ONG, et c'est là où je vais aussi en venir et parler des mouvements sociaux, c'est les mouvements sociaux, Finance Watch, Tax Justice Network, le CCFD, des cabinets de conseil comptables qui se disent qu'il y a une éthique de la comptabilité et de la fiscalité à mettre en place, se disent et travaillent depuis des années maintenant pour dire ce système marche sur la tête. On a Eva Joly par exemple qui est très connue au niveau européen pour avoir fait pour en tout cas essayer de publier beaucoup sur cette cause et la faire connaître. Mais en gros c'est est-ce que l'entreprise doit s'arrêter de faire quelque chose qui est non légitime aux yeux de la société, même si c'est légal. Et dans ce cas-là, ça c'est ce qu'on peut appeler une responsabilité citoyenne. C'est quelque chose que je défends dans mes travaux et aussi si vous pouvez regarder ce que fait Cécile Renoir et ce qu'a fait Cécile Renoir avec Gaël Giraud justement qui viendra là sur 20 propositions pour réformer le capitalisme. Donc ça, 20 propositions pour réformer le capitalisme, c'est un ouvrage qu'ils ont écrit ensemble pour voir comment est-ce qu'on pouvait changer un certain nombre de choses, mais en gros la perspective citoyenne de la responsabilité c'est de se dire l'entreprise, vu qu'elle a un tel poids politique dans le monde aujourd'hui, elle ne doit pas seulement gérer son... Déjà, il faut qu'elle gère son impact. Donc par exemple, si elle viole les droits de l'homme, si elle détruit des écosystèmes, etc., il faut qu'elle le répare. Mais elle doit non seulement gérer ses impacts, en gros l'effet collatéral de son action, mais en plus de gérer, de gérer au mieux ces dommages collatéraux, qui peuvent être des dommages collatéraux irréductibles. Comment est-ce qu'elle va remettre en cause son business même et sa stratégie et sa façon d'agir. On a des exemples, et ça c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que et qu'il y a des entreprises qui sont capables de cette éthique-là. Alors il y a un cas qui est super connu, c'est l'entreprise Interface. Donc c'est une multinationale de la moquette et des revêtements pour sol. Donc ils font des parquets, de la moquette pour tous les salons, de la moquette pour les bureaux, pour votre maison. Si vous allez sur leur site, c'est une grosse multinationale. Et il y a 10 ans, ils se sont dit, en fait, notre business de faire de la moquette avec du synthétique, etc., c'est hyper mauvais. Il faut qu'on recycle nos produits, sinon ils finissent dans la mer et ça tue tous les poissons. Et on a des micro-particules de plastique dans les cellules de poissons maintenant et on bouffe du plastique tous les jours. Et puis il faut qu'on paye nos impôts, il faut qu'on devienne un acteur responsable dans ce monde. Et en même temps, les gens ils veulent avoir un revêtement sur leur sol. Ils veulent pas avoir un sol en terre, et puis dans un immeuble il y a forcément un revêtement. Donc on va tout revoir. Et là on se pose une autre question qui est, au moment où on veut tout revoir, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues et donc par exemple leur problème c'était que en gros Interface ne vous vend plus de la moquette, ils vous en louent l'usage et quand vous en avez fini avec l'usage, ils viennent vous la récupérer. Et donc, alors ça pose un problème par exemple si vous êtes à la retraite et que vous n'avez plus d'argent parce qu'en fait vous allez devoir continuer à payer tous les mois pour la moquette qui est sur votre sol, mais au lieu de payer disons 1000 € pour acheter vos 100 mètres carrés de moquette, vous allez payer 5 € par an ou par mois, je sais pas. Donc ça pose des questions quand on sort de la vie active, parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il faut qu'on retire sa moquette parce qu'on n'a plus d'argent, alors que quand on l'achète, on en est propriétaire à vie. Mais ça pose aussi un autre problème, parce que résultat, leur business model, qui est de recycler la moquette, et donc d'avoir moins d'impact de ce qu'on dit en économie, d'externalités négatives, eux, comme ils sont en train de les intégrer parce qu'ils ont des circuits de collecte de leurs moquettes usées, en gros, c'est quelle fiscalité on met en place, quel modèle on met en place pour qu'ils puissent calculer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Et donc là se pose la question de réformer absolument toute la loi, et ça va jusqu'aux normes comptables, pour que cette entreprise devienne compétitive sur un marché qui n'est pas pensé pour être responsable. D'accord ? Et donc là on touche à un autre pan complet qui est le pan en gros qui est développé aujourd'hui, c'est comment on va faire une transition vers des nouveaux modèles économiques. Et là-dedans, il y a des entreprises qui déjà se retrouvent confrontées parce qu'elles ont cette éthique de changer leur business model, de se dire, en fait, moi je veux changer mon business model, mais si je change du tout au tout du jour au lendemain, les règles fiscales, comptables, etc. vont faire que je n'ai plus aucun client parce que je vais être déficitaire de façon chronique.
sustainable. Ouais, voilà. Donc il y a aussi, c'est là aussi où la puissance publique doit jouer son rôle. Après, il y a aussi beaucoup à faire. Elles ont aussi un devoir en matière d'éthique pour tout ce qui a à voir avec le changement climatique, mais aussi avec les droits de l'homme. Donc par exemple là-dessus, et c'est là où il y a un véritable changement pour sortir de la perception de Friedman qui disait la responsabilité de l'entreprise c'est de maximiser le profit. Ensuite, ça a évolué, ça a été débattu. En 2001 par exemple, quand la Commission européenne, l'Union européenne a sorti son livre blanc sur la responsabilité sociale des entreprises, elle a défini la responsabilité d'une entreprise comme tout ce qui va au-delà de la loi. Et là, elle pensait à la loi comme la loi nationale. Donc, ce qui veut dire que dans des pays qui ont des lois nationales qui varient et qui en plus sont mises en compétition avec le dumping, etc., ça veut pas dire grand... Enfin, c'est déjà bien de respecter la loi nationale, mais si vous regardez les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme et tous les traités onusiens sur les droits de l'homme ou l'environnement, on a parfois des gaps qui sont énormes. Et donc, il y a tout un mouvement, vous pouvez regarder le Global Compact, en gros, qui a été lancé en 99 par Kofi Annan, au moment où il y avait les émeutes, juste avant en fait, le mouvement social à Seattle avec la réunion de l'OMC, mais c'était à une époque où en gros la mondialisation devenait quelque chose qui était extrêmement critiqué au niveau mondial dans la façon dont ça se passait. À ce moment-là, a lancé le Global Compact et beaucoup d'entreprises, et à peu près maintenant toutes, enfin c'est le plus gros code de conduite volontaire. Aujourd'hui on a je crois 8000 entreprises différentes et en gros on a tout le Fortune 500 dedans, qui disent on reconnaît qu'on doit non seulement appliquer la loi nationale, mais aussi respecter 10 grands principes qui sont en gros les 10 grands champs des traités internationaux onusiens. Donc les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, le droit social et un quatrième je sais plus. Mais en gros, les entreprises en 99-2000 ont commencé à dire en fait notre responsabilité c'est pas seulement c'est plus de maximiser notre profit en respectant la loi nationale, mais et à l'époque c'était un engagement non contraignant, c'est-à-dire si elle le faisait pas ça changeait rien, mais elle reconnaissait, et donc déjà c'est un point important, elle reconnaissait que le droit international, même s'il n'était pas ratifié par les États, devenait un facteur de mesure en gros pour savoir si elles étaient responsables ou pas. Donc à partir de 99-2000, en gros, la déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, devient quelque chose qui s'applique aux entreprises qui ont signé ce traité. Et ensuite, en 2008, par John Ruggie, donc un professeur de sciences politiques à Harvard, qui a été nommé comme rapporteur spécial à l'ONU sur la question des droits de l'homme et des entreprises, a publié un cadre qui s'appelle Respecter, protéger, remédier, qui dit l'entreprise doit non seulement respecter les droits de l'homme, mais doit faire tout ce qu'elle peut pour prévenir les violations potentielles des droits de l'homme, pour s'assurer qu'elle ne... Donc, prévenir les violations, ça veut dire que l'entreprise doit elle-même s'assurer en amont qu'elle ne va pas violer les droits de l'homme, que si il s'avère qu'en fait elle les viole, est-ce qu'elle peut les réparer ou pas, et discuter avec les gens impactés de la façon dont on va réparer les dégâts. Et ça, je ne sais pas si vous avez suivi, ça a été traduit dans le droit français, là il y a juste avant les élections ce printemps par la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est la première loi au monde à poser ce principe-là, qui est de dire, donc maintenant c'est en droit français et ça commence, Dominique Potier qui est le député qui a fait avec Philippe Noguès et Daniel Auroy, donc c'est les 3 députés qui ont porté cette loi. Ils sont en train de voyager dans plein de pays dans le monde pour essayer de motiver, et puis aussi ils vont à la Commission européenne pour essayer que la Commission européenne fasse une version européenne de ce devoir de vigilance. Mais en gros maintenant, la responsabilité d'une entreprise, c'est pas de juste respecter la loi des pays, c'est de s'assurer qu'elle n'est jamais complice de violation des droits de l'homme en amont, et donc de faire ses propres études d'impact social et environnemental
pour s'assurer qu'elle ne va pas violer des droits de l'homme, pour s'assurer qu'elle ne va pas violer les droits environnementaux et les traités onusiens sur l'environnement. Et si il s'avère qu'elle a un impact, enfin globalement à partir du moment où vous construisez un building sur un champ, vous avez un impact, comment vous allez réparer cet impact-là et en concertation avec les populations affectées. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce que ça va être mis en place, etc. En gros, ma thèse c'était là-dessus, c'était sur ce devoir de vigilance et la façon dont c'est mis en place et les instances les tribunaux, etc. Donc on pourra en venir dans la discussion. Mais en gros, c'est pour vous montrer que oui, elles ont un devoir en matière d'éthique, ça c'est évident. Et aujourd'hui, les mouvements sociaux poussent à fond pour que ça devienne effectif, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de contraignant, il n'y a pas d'amende, les dirigeants ne peuvent pas être mis en prison s'ils ont violé ce devoir de vigilance, mais c'est quelque chose qui est en gros en cours de négociation, et là-dessus, en gros c'est le rapport de force et les débats sont ouverts, quoi. Donc merci beaucoup pour l'ensemble des éclairages qu'on a reçus sur cette première partie de la soirée. Alors, dans ce cas-là, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, je peux vous répondre à l'inverse en regardant la campagne. Enfin, en fait, le fait de, je trouve, en fait, c'est intéressant, je trouve, de poser la question comme ça, parce que j'aurais envie de dire, et c'est pas du tout pour être méchant avec les gens qui ont posé la question comme ça, mais en fait, ça veut dire que la campagne marketing de McDo marche à taquet et que tous les gens sont en train d'intégrer en fait le discours de McDo, parce que je sais que là, en ce moment, ils sont en train de faire des tonnes de pubs. Je crois qu'il y a moins d'un mois, là, au moment de la loi travail, ils ont acheté des pleines pages dans les grands médias papier pour dire qu'ils voulaient créer plein d'emplois en France, et donc eux, ils avaient des tonnes de solutions pour l'emploi, ils voulaient en discuter. Alors, s'il y a quelqu'un du marketing de McDonald's ici, c'est pas du tout contre la personne en question, mais c'est plus contre le système de ce que ça veut dire, parce que McDonald's quand même, je crois, doit 270 millions d'euros à l'État français aujourd'hui. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je crois que c'est de l'ordre de 200 millions d'euros pour évasion fiscale. Et en fait, si on se dit, une fois qu'on sait ça, on peut se dire McDo et Apple font exactement la même chose. Et je pense que Apple fonctionne en fait sur le même principe que McDo. En fait, McDo, ils ont deux types de... Je connais un peu leur business. Ils ont des magasins qui sont détenus par McDonald's et qui marchent comme si c'était une filiale de l'entreprise mondiale. Et ensuite, ils vendent des franchises à des magasins franchisés qui donc payent un droit de marque. C'est d'ailleurs là-dessus souvent que les entreprises se rémunèrent. En gros, c'est de l'optimisation fiscale et des prix de transfert. Donc les prix de transfert, ça consiste à dire, pour tel service, en fait, j'ai une filiale qui, comme par hasard, se trouve en Irlande, et comme par hasard, cette filiale irlandaise, elle est détenue par la filiale hollandaise. Ça s'appelle le double cheddar with cheese. C'est un montage fiscal. En gros, vous mettez des trusts et des entreprises qui s'auto-détiennent. Et quand vous faites ce double cheddar with je ne sais plus comment c'est double cheddar, c'est parce que ça a rapport au fait qu'il y a deux sociétés hollandaises, et entre les deux, vous mettez la société irlandaise, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jargon, là, le double cheddar with je ne sais plus quel cheese là. Mais en gros, c'est une fois que vous avez fait ce montage là, vous dites à McDonald's au bout de la rue. Donc en fait, sachez qu'à chaque fois que vous achetez un McDo au bout de la rue, c'est un McDo défiscalisé. Donc dites-vous que vous êtes un peu anarchiste à ce moment-là, dans le sens où vous dites les taxes c'est du vol, je me paye mes sandwichs sans taxes. Parce qu'en fait, c'est ce que fait McDo. En fait, le franchisé dans son magasin McDo, du bout de la rue, il paye un droit de marque, il paye son droit de franchise pour avoir le droit de s'afficher McDo. Ce droit de franchise-là, comme par hasard, il est détenu par une entreprise qui a le droit de marque, qui est basé dans un paradis fiscal ou dans un
dans un État qui a une loi sur le droit de propriété commerciale, ou le droit à l'image, ou le droit de propriété, etc., particulièrement avantageux de type 1% de taxes, 1% d'impôt sur les bénéfices. Et donc à ce moment-là, vous êtes dans le même système pour McDo et Apple, qui est, on a une entité mondiale avec une marque forte qui détient le droit de commercialiser l'image. Et finalement, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'image. Par exemple, Nike se targuait à la fin des années 90 d'être la première entreprise, et je pense que ça doit être un peu... Enfin, je n'ai pas d'autres gros exemples de cette taille-là, mais le PDG de Nike disait « Nous sommes la première entreprise à vendre des produits sans avoir aucune usine ». Et McDo, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des usines. Les Big Mac ne sont pas fabriqués en Chine quand même. Hein. Non, mais c'est... Toute la production, tout ce qu'ils vendent est produit localement. C'est la différence. C'est-à-dire, c'est produit par des sous-traitants. Non, oui, mais c'est produit localement. Oui, mais Nike, on peut dire entre guillemets, Mais il y a une activité locale qu'il n'y a pas avec Apple. Apple, tout est produit en Chine, c'est les mêmes, peu importe où qu'on soit sur la planète, les téléphones sont produits au même endroit. McDo, tous les hamburgers, tous les produits sont locaux. C'est-à-dire qu'un Big Mac en France, c'est pas un Big Mac en Allemagne, c'est un Big Mac en Chine, qu'un Big Mac en Inde. Bon, alors il y a des recettes qui se retrouvent dans le monde entier, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes producteurs à chaque fois, c'est pas les mêmes fournisseurs, contrairement à Apple, où là c'est le même produit partout, c'est un produit uniforme, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais alors, déjà on pourrait dire, c'est pas le même produit Apple partout, dans le sens où aussi Apple a beaucoup de fournisseurs. C'est-à-dire que... Un iPhone, c'est le même iPhone partout, tout le monde. Enfin, c'est le même, mais il a été produit par différentes usines, Foxconn, Pegatron... C'est peu importe qu'on habite en France, en Allemagne ou au truc, l'iPhone sera le même, exactement. Mais tout comme la bouteille de Coca, si on prend l'exemple de McDo, la bouteille de Coca, c'est la même chose. Coca, ils ont des usines dans tous les pays. Oui, mais du coup c'est produit dans les pays. Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça revient au même dans le sens où... non, ça revient pas du tout au même. Parce que l'activité économique de production est dans un pays. Mais de la même... Alors... Pour moi, ça ne vient pas du tout même de produire dans un pays que d'importer quelque chose. C'est la différence entre importer et produire localement. Mais alors, déjà, je suis même pas sûr. Enfin, par exemple, le McDonald's. Donc certes, ils achètent leurs œufs en France, peut-être. Je sais pas si ils ont. Tout est est-ce que c'est produit en France ou est-ce que ça vient des usines au fipronil de... McDo, c'est un premier justement à recréer toute leur chaîne de valeur. Oui. Dans chaque McDo, tous les produits, ils essaient d'avoir des producteurs qui viennent de moins de 50 km autour. D'accord. Mais dans ce cas-là, McDonald's, s'ils étaient si local, en fait, pourquoi ils sont sous la marque? En fait, ce que McDonald's nous vend, c'est un contrôle qualité, une réputation, parce que vous savez que globalement, où que vous soyez en France, le McDo ce sera le même, finalement, quand même. Vous allez avoir le contrôle qualité pour pas avoir de rats, parce qu'à chaque fois d'ailleurs qu'ils voient des rats dans les McDo, ça va dans les médias, etc. Vous avez le droit, vous avez le prestige de la marque. D'ailleurs, on voit qu'ils ont refait tout le design de leur magasin pour que, avant c'était jaune et rouge, donc maintenant c'est marron et vert, et puis c'est plus joli. Ça c'est comme France par exemple. Oui, mais ce que je veux dire c'est que, en fait, McDonald's c'est la marque qui ensuite donc, prend ce droit de marque. Donc effectivement, c'est pas le même business que Apple, on peut dire. Enfin, déjà ça pourrait être débattu, mais ce que je veux dire c'est que, en fait, ce que vend McDonald's, c'est une image de marque mondiale. Par exemple, en Inde, c'est classe. En Inde aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui va au McDo, et c'est du prestige parce qu'on est intégré dans le cirque, on est cosmopolite. McDo, ça vend des burgers, ça vend pas une image de marque, ça vend des burgers, c'est tout. Non, mais il faut savoir qu'en Inde. C'est pas ça. Le but, c'est pas McDo qui vend des burgers. Il faut revenir aussi au concret. McDo, ça vend des burgers, Apple, ça vend des téléphones. Et c'est ça le truc. Oui, mais ça change. Dans les deux cas, ça vend une image. Vous n'allez pas au kebab du coin quand vous allez chez McDo. Et si vous allez en Inde, un McDo en Inde, ça coûte à peu près 10 fois le prix du menu du petit vendeur
en gros l'équivalent du kebab indien. Et là-bas, en Inde, les gens se prennent en selfie dans le McDo, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, et après on va passer à la question suivante, mais en gros, là où je vois, il y a plein de différences, c'est pas les mêmes business, il y en a, c'est de l'alimentation et de la haute technologie, etc. La similarité que je vois là-dedans, c'est le montage d'une entité mondiale avec des filiales dans le monde entier qui ensuite vend un produit, vend une image et se rémunère et rémunère ses actionnaires en étant capable de rediriger les profits de ces pays, de les rediriger vers la maison mère et ensuite de le redistribuer, comme on l'a vu, vers les employés ou vers les actionnaires ou vers les... etc. Donc c'est là où, en gros, je dirais qu'il y a une... enfin, il y a un centre, en fait, McDonald's, il y a un centre d'intention mondial qu'il y a chez Apple également. On a un PDG de McDonald's Monde, on a un lobbying mondial de McDonald's qui diffère en cela du boulanger local qui lui va passer par une fédération ou par un syndicat ou une fédération nationale puis internationale pour ensuite faire entendre sa voix dans les instances internationales de régulation, par exemple sanitaire et alimentaire. Voilà. Je pense que du coup on va passer à la question suivante, donc je pense que ces trois-là peuvent être traités ensemble. Alors, est-ce que les considérations éthiques ne rentrent pas en contradiction avec la nature de l'entreprise multinationale ? En fait, ça dépend ce qu'on dit par nature, mais en fait... Du coup, peut-être avec les trois autres questions, ça te permet... Vous parlez d'éthique des entreprises, mais toutes possèdent des conseils en intelligence économique, pratiquant régulièrement des pratiques déloyales et immorales pour apporter des avantages concurrentiels. Existe-t-il des avancées dans le domaine ? Et comment le devoir de vigilance va-t-il pouvoir être mis en place ? Ça, je le traiterai un peu différemment. Ok. Alors, en gros, on pourrait dire les considérations éthiques rentrent en contradiction avec la nature de l'entreprise multinationale, CF, l'intelligence économique, je suis un bisounours. Si on se dit, moi je deviens éthique, je fais plus de conseils en intelligence économique, et que je suis Airbus, demain je me fais bouffer par Boeing. Bon. En fait, ça dépend si on est darwinien et qu'on se dit que le seul but d'une entreprise, c'est de survivre dans un environnement ultra concurrentiel qui existe et qui est aujourd'hui, qui régule une grande partie de la... Enfin, qui, en tout cas, est dans le subconscient de beaucoup de managers parce que c'est ce qu'on apprend en école et c'est ce qu'on nous vend à la télé, etc. C'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, le monde de l'économie, c'est Darwin, quoi. On nous vend toutes les réformes politiques à base de si on fait pas ça, on va plus être compétitif, les gens vont s'en aller, les entreprises vont s'en aller, les investisseurs vont s'en aller, etc. Donc de ce côté-là, on peut se dire, en fait, si on acte, c'est pour ça que le mot nature, en fait, parce que là, dans la question, c'est ne rentre pas en contradiction avec la nature de l'entreprise multinationale. Mais en fait, il n'y a rien de naturel dans une entreprise multinationale. Tout ce que je vous ai montré avant, c'est que déjà l'entreprise multinationale n'existe que parce que les États ont voulu créer des entreprises. Ça, historiquement, ça revenait donc au South Sea Bubble Act, etc., 1720, 1780, 1820. Avant, ça n'existait pas, les entreprises. En tout cas, pas sous cette forme. Et ensuite, enfin, en gros, jour après jour, l'État ne fait que perpétuer la possibilité des entreprises à exister. Si demain on nationalise tout, si demain l'État, les États de l'OCDE disent il n'y a plus de droit de propriété, et ben, il y a des entreprises entières dont le business model va changer du tout au tout en 2 jours. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez un peu suivi tous les débats sur, en anglais c'est le modèle TRIPS, donc c'est sur tout ce qui est droit de propriété dans le secteur pharmaceutique. Mais en gros, il y a des batailles monstrueuses qui ont lieu pendant des décennies pour savoir si l'Inde avait le droit de commercialiser des génériques pour lesquels on avait encore des brevets pour les
pour le médicament tel qu'il avait été inventé. Et l'Inde et les pays africains disaient il faut qu'on ait accès au générique, ça nous coûte trop cher, c'était pour les antirétroviraux du sida, ça nous coûte trop cher d'acheter les antirétroviraux de Merck et des gros labos pharmaceutiques européens et américains, donc on va faire des antirétroviraux, c'est une question de vie ou de mort pour des centaines de milliers de personnes, donc on a le droit de faire ça. Et donc il y a eu des énormes débats là-dessus. On voit bien que là, la nature de l'entreprise multinationale, par exemple si on prend les multinationales pharmaceutiques, qui vivent sur le concept du droit de propriété, il n'y a rien de naturel dans le droit de propriété en fait, c'est une construction sociale. Le commerce international, le fait de dire on diminue les droits de douane, on les réaugmente, on fait des lois contre les ententes, on fait des lois contre les cartels. Vous avez peut-être entendu parler des ententes qu'il y avait eu entre Alstom, Siemens et je ne sais plus qui, au Brésil par exemple. Peut-être, oui. C'était sur les transports, les métros, etc. au Brésil. Enfin, en fait, dans les situations d'oligopole, il y a des lois antitrust et des lois anti-cartel qui montrent que le marché par lui-même ne fonctionne pas comme on aimerait qu'il fonctionne, soi-disant avec une concurrence pure et parfaite en fait. Il y a des ententes, etc. Et constamment, les États essayent, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de volonté, de contrer un penchant des entreprises. Donc, en fait, le mot de nature me convient pas parce que je ne saurais pas dire quelle est la nature de l'entreprise multinationale. Après, les considérations éthiques, est-ce qu'il y a des considérations éthiques qui rentrent en contradiction avec la façon dont une très grande partie du business se passe aujourd'hui? Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que tout le discours qu'on peut dire qu'est le discours gagnant-gagnant, win-win, en gros, il faut qu'on trouve des accords où tout le monde s'y retrouve, etc. En fait, aujourd'hui, on va dans le mur. Par exemple, si on prend le changement climatique, on va dans le mur, on le sait tous très bien. Et il va forcément y avoir des perdants. Je ne sais pas si vous connaissez 350.org, l'ANV COP21, tous les mouvements de désobéissance civile, en gros, pour le climat, contre les entreprises du secteur des énergies fossiles. Mais en gros, les entreprises des énergies fossiles, ou bien vont devoir changer de business très très rapidement, ou bien vont devoir mettre la clé sous la porte, ou bien on n'aura plus de 2 degrés. Aujourd'hui, et là-dessus, vous pouvez regarder ce que fait 350.org et ce qu'a écrit son fondateur Bill McKibben. Mais il faut... Aujourd'hui, quand on prend la somme de toutes les ressources en énergie fossile qu'on connaît, qui sont identifiées, dont on sait évaluer les stocks d'énergie fossile, pétrole, gaz, mine, charbon, etc. Quand on prend tout ce qu'on connaît comme ressources qui ne sont pas encore exploitées et sorties de terre, si on veut rester sous les 2 degrés, il faut qu'il y en ait 80% qui restent sous terre. Aujourd'hui, en gros, ça veut dire que quand vous regardez la valorisation en bourse de Total, sa valorisation réelle, si on respecte les 2 degrés, elle est de 20% de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Sauf s'il change de business tout de suite. Mais, ou bien sinon, elle est effectivement... La valorisation de Total est effectivement ce qu'elle est en bourse aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on est à plus 5 degrés en gros. Donc, est-ce que les considérations éthiques rentrent en contradiction avec le business model de Total? Ça, c'est évident que oui. Parce qu'on ne peut pas tenir les 2 degrés et dire qu'on va essayer de limiter le changement climatique et la rentabilité et les dividendes des actionnaires de Total sans que Total fasse une reconversion totale justement de son activité, en fait. Donc de ce côté-là, c'est évident, et je pense que pour moi, il y a forcément des choix qui doivent être tranchés, et c'est là où les pouvoirs publics sont censés en fait agir, et quand ils n'agissent pas, c'est là où les citoyens, les mouvements sociaux, par le boycott, par la pression sur les parlementaires, par le vote, etc., ont une capacité d'influencer. Par la désobéissance civile, par exemple, aux États-Unis, il y a des activistes de désobéissance civile qui ont fermé des vannes sur des pipelines pour dire il faut qu'on arrête l'exportation. Vous pouvez regarder
je sais pas, tout, et puis Dakota Southwest, Dakota Pipeline, je sais pas si vous avez suivi, la tribu là, qui s'était l'hiver dernier dans le Dakota, qui s'était opposée à la construction du pipeline. Tous ces travaux de pipeline par exemple, et toute la désobéissance qu'il y a autour des sables bitumineux et des pipelines pour exporter les sables bitumineux, c'est clairement une bataille politique de rapport de force entre des États, des entreprises et des citoyens. Et là, clairement, c'est une bataille pour moi qui est éthique et politique, où il y a forcément quelqu'un qui perd. Voilà. Ok. Du coup, une question suivante que je vais un peu modifier à ma manière. La question c'est, le monde peut-il vivre sans multinationales? Ouais. Je voudrais modifier un peu, finalement, c'est est-ce que le citoyen aujourd'hui dans nos pays occidentaux qui profite en tant que consommateur et voilà, de tous les services performants que proposent les entreprises par leur caractère multinational, est-ce que ça c'est possible sans un pouvoir et une liberté très importante laissée à certaines grandes entreprises? Alors, juste un autre chiffre qui peut être intéressant. En 2013, je crois que c'est un chiffre de la CNUSED ou de l'OIT, je crois que c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui estimait en 2013 qu'il y a 450 millions de travailleurs qui sont impliqués dans des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire des chaînes de valeur où à la fin, le produit qu'ils ont produit va être vendu sous le nom d'une multinationale. Et donc 450 millions de travailleurs, je crois que ça représente de l'ordre de 1/6, je crois, de tous les travailleurs mondiaux. Donc il faut savoir qu'en fait, une très grosse partie du travail qui est fourni aujourd'hui s'intègre en fait dans l'activité des multinationales. Alors après, si vous regardez le livre d'Alain Deneau sur Total, de quoi Total est-il la somme? C'est un gros pavé qui recense donc c'est un philosophe canadien hyper critique. Donc là, c'est vraiment une critique extrêmement radicale, mais aussi qui recense tout ce que Total fait. Et déjà, il montre que tout ce que Total fait dans ce sens-là, et avec une visée très critique, mais tout ça est légal. En gros, c'est ça son pitch de son livre. Mais Alain Deneau, à la fin, dans sa conclusion, dit la seule solution. Et en gros, c'est par exemple, vous êtes un acheteur français ou une multinationale française qui a un bureau aux États-Unis et vous achetez un matériel qui vient de Corée du Sud. Et à un moment, vous avez un contentieux avec votre fournisseur de Corée du Sud. Vous êtes une entreprise française et c'est votre filiale au Chili qui est plus fournie par son fournisseur de Corée du Sud. Comment vous résolvez le contentieux? Et en gros, l'arbitrage commercial, c'est quand on n'a pas de juge comme ça, parce qu'on est à la fois coréen, sud-coréen, chilien, français, etc., qui va juger de ce problème-là? Et ça, en gros, aujourd'hui, ça rentre dans les problèmes de multinationales parce que vous avez donc l'entreprise française qui a sa filiale au Chili. Mais si on se dit on n'a plus de multinationales, dans ce cas-là, c'est l'entreprise chilienne, disons la pharmacie chilienne, qui veut acheter son médicament pour mettre dans son rayon de sa pharmacie au Chili. Et vous avez votre entreprise française qui a produit le brevet. Ensuite, elle a vendu son brevet à une entreprise en Chine qui a fait le médicament. Et ensuite, ce médicament produit en Chine a été envoyé par un bateau pavillon panaméen avec un équipage russe. Et donc ce pavillon panaméen, c'est l'armateur du Liberia, etc. Et le bateau est coincé au port parce qu'ils n'ont pas respecté le droit maritime sur le dégazage en pleine mer. Enfin, ça, c'est des cas pratiques. Hein. Si vous regardez l'affaire Trafigura, c'est une affaire absolument... il y a 8 nationalités dans le fait qu'une entreprise hollandaise a déversé ses déchets toxiques dans les rues de Abidjan, Côte d'Ivoire.
l'affaire Trafigura, c'est le paradigme de ce que vous avez de pire en termes d'interconnexion. Et pourtant, ce n'est pas des multinationales. C'est juste que vous avez 8 droits nationaux qui s'appliquent sur ce bateau. Ça, le fait de détruire les multinationales, ça ne change rien. L'affaire Trafigura, c'est une entreprise hollandaise qui fait venir un bateau. Donc c'est un fournisseur. Elle a un contrat avec une seule entreprise qui est, je ne sais pas laquelle, parce que c'est tellement compliqué comme ça. Elle fait ce contrat avec cette entreprise d'un autre pays. Cette entreprise, donc l'armateur, disons, il était libérien, je ne sais plus, il y a 10 nationalités sur ce bateau. Il y a donc le droit de l'armateur, le droit des travailleurs qui étaient russes, je crois, le droit fiscal parce que c'était détenu par une société dans un paradis fiscal, enfin bref, un enchevêtrement final. À la fin, le déchet toxique, il se retrouve dans le terrain vague d'Abidjan. Bon, ce soit une multinationale ou pas, ça ne change rien au fait de savoir qui est redevable et à la fin, s'il faut condamner quelqu'un, qui doit être condamné, etc. Donc je pense qu'en fait, parce que j'ai pas mal réfléchi, un peu, enfin pas mal, j'ai réfléchi dans le métro, quoi, à savoir si la proposition d'Alain Deneau tenait la route, et en fait je pense qu'elle est extrêmement naïve. Parce que, ou sinon, dans ce cas-là, on revient à l'âge de pierre et tout doit être produit dans son propre pays. Bon, vu que Nicolas Hulot vient de passer le fait qu'on ne pouvait plus produire de pétrole en France, ça veut dire qu'on vit tous sans pétrole demain. Moi, ça me va, mais aujourd'hui, vu que la production de pétrole française, c'est 1%, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on revient à l'âge de pierre. Donc, comme il y a des échanges entre des pays, il y a forcément, ne serait-ce que des camions et des bateaux qui font venir le produit, ne serait-ce que de Francfort jusqu'à Paris. Le camion qui vient de Francfort à Paris, c'est un problème multinational. Donc il faut se rendre... Et donc s'il y a un problème dans le transporteur, qui en plus est polonais, du camion qui va de Francfort à Paris, d'ailleurs la plaque d'immatriculation, au moment où elle passe la frontière, elle ne change pas, donc la plaque d'immatriculation, ça se peut, elle est du Benelux, de Belgique ou je sais pas, vous avez un problème de droit qui ne dépend en rien du fait que l'entreprise soit nationale ou multinationale. Je pense que c'est pas là que... Ouais. Ok. Éventuellement, s'il y a une dernière question dans la salle, je pense qu'on prendra pas forcément d'autres questions, sauf si on a une rapide. Il y a une frustration. Voilà. Est-ce qu'il y a des frustrations violentes? Ouais, parce qu'il y a aussi une question à laquelle j'ai pas répondu, mais... Ouais. Je pose une question. Du coup, en fait, la question, c'est pas tellement de savoir si le libre-échange ou les multinationales, c'est bien ou mal, mais plus de savoir comment est-ce qu'on gère les externalités du système économique. Oui, mais après, on peut se dire aussi qu'il y a... Enfin, disons, dire bien ou mal, ça va être très compliqué. Par contre, c'était un point que j'avais noté, mais que j'ai pas du tout c'est que il y a beaucoup de choses à changer, ne serait-ce que pour pas qu'on aille dans le mur demain, parce qu'on a 2 degrés, on a les 2 degrés qui nous pendonner, on a le changement climatique, on a la biodiversité qui est en train de s'effondrer, je sais pas si vous avez vu les chiffres là, 60%, enfin c'est la 6e extinction en ce moment, ça fait pas de doute, mais bientôt on n'aura plus de mammifères, il n'y aura plus de mammifères sur Terre, etc., autres que nous. Toutes les bêtes et tout le bétail et tous les trucs qu'on mange, mais globalement il n'y aura plus d'animaux sauvages mammifères dans moins de 50 ans en dehors des zoos. Donc on va là-dedans. Bientôt il n'y aura plus de métaux. Si vous voulez, il y a un très bon livre de Biwix sur les métaux à la collection Seuil Anthropocène, je ne sais plus le nom, l'âge des low-tech. C'est très très bien. Mais en gros, bientôt on a aussi un problème sur les métaux rares. On a un problème sur le fait qu'il faut réinventer des circuits courts, que la chaîne du recyclage elle est percée de partout, on est incapable de recycler. En fait, Biwix par exemple, à un moment il dit bon bah si on veut tout recycler très bien, mais qui va aller gratter le cuivre ou je sais plus quel métal sur la peinture des bateaux des porte-containers quoi. Enfin, après c'est impossible aujourd'hui de recycler les alliages. Donc on perd, en fait la chaîne est percée de partout, donc il faut qu'on invente une économie de la sobriété. Donc de toute façon il y a plein de changements à faire. Après nous on a aussi beaucoup de moyens d'agir.
En gros, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en gros, c'est une violence structurelle énorme et qu'en gros, on a des structures économiques, sociales, politiques qui font qu'on va droit dans le mur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout réinventer. Je ne sais pas du tout comment le faire, et d'ailleurs, mieux vaut que personne ne le sache, parce que sinon, on tombe dans le totalitarisme. Mais c'est sûr que tout le monde est appelé aujourd'hui à inventer des modèles qui soient plus respectueux de la planète et soucieux des plus vulnérables, en gros. Mais pour ça, déjà, on est tous acheteurs, donc on a tous une capacité à boycotter ou à ne plus acheter tel ou tel produit si on considère par rapport à notre éthique personnelle qu'il n'est pas bon. Si on est obligé de l'acheter, bon bah on est obligé de l'acheter, et dans ce cas-là on vit avec, mais en sachant qu'il faudrait le plus possible soutenir des alternatives à ça. On est citoyen, on peut soutenir des pétitions, on peut aller dans la rue, on peut faire des manifestations, etc. Il y a des mouvements sociaux, on peut financer on peut donner de l'argent à des ONG qui font du plaidoyer, etc., qui défendent des causes. Par exemple, le devoir de vigilance, ça a été porté par des ONG. On est aussi électeur. J'ai un regard assez critique sur l'État, dans le sens où toute ma thèse, ça a été sur la façon dont un État a imposé à une population, et où vous avez tous des tonnes d'exemples sur des États qui sont extrêmement coercitifs, totalitaires, etc. Enfin, je pense qu'il faut avoir aucune naïveté aussi sur la violence d'État, mais on est aussi électeur, et même si l'État peut être extrêmement violent, il peut aussi imposer un certain nombre de choses en droit qui peuvent être vers le mieux. Donc, si on décide de voter, faudrait pas rentrer dans la politique nationale, mais quand on fallait voter entre Hamon et Fillon, je sais qu'il y avait les ONG, si vous avez suivi ça, il y avait toutes les ONG de développement françaises qui avaient fait un listing sur 15 critères de solidarité internationale, écologie, etc. avant la campagne, pour voir dans les programmes ce qu'il y avait. Bon, bah, si vous étiez pour la défense de l'environnement, clairement, voter Fillon, c'était un non-sens total. Il était contre il voulait retirer le principe de précaution de la Constitution, etc. Bon, après, vous pouvez vous dire, moi, je suis à fond contre l'avortement, donc finalement, je choisis. Mais après, c'est des dilemmes éthiques qu'on a tous, selon nos convictions personnelles et tout ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choix politiques qui nous sont offerts ne donnent pas la même chose. Vous êtes en région Rhône-Alpes, donc vous connaissez tous Wauquiez et ce qu'il fait aux associations écolo. Donc vous savez que avoir voté Wauquiez ou avoir voté écolo pour les régionales, ça n'avait pas les mêmes implications pour la map du coin, en fait. Donc là-dessus aussi, on a un énorme pouvoir. Après, le syndicalisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer dans la façon dont le syndicalisme se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que pour autant il faut être des individus atomisés dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi très, très bonnes dans le syndicalisme aujourd'hui, beaucoup de choses à réinventer, mais le syndicalisme, c'est pour chacun de nous en tant que travailleurs, une façon de se réapproprier la prise de décision dans nos institutions économiques. Il y a les coopératives qui font déjà ce travail-là, de se dire que le travailleur n'est plus juste une ressource humaine, mais aussi un citoyen avec une conviction et une éthique qui peut se mettre en place. On a des coopératives, je ne sais pas si vous connaissez la coopérative Mondragon, par exemple, qui a été créée par les jésuites en Espagne, qui est aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de centaines de milliers de personnes, pas des centaines, mais des dizaines de milliers de personnes, je crois, dans cette coopérative, qui est énorme. Et le modèle coopératif marche très bien. C'est pas beaucoup dit aujourd'hui, mais il y a des coopératives qui ont démontré qu'elles avaient une réelle capacité à fonctionner dans... Donc il y a aussi tout ça à explorer. Et après, il y a tout ce qui est attrait aux lanceurs d'alerte. Ça, c'est souvent une question que je me pose, mais quand on regarde les scandales, que ce soit Volkswagen ou Servier, etc., c'est... À la fin, on a toujours quand même notre liberté de se dire, si quelque chose ne va pas bien dans une entreprise, d'élever la voix. Ça peut coûter très cher, et d'ailleurs tous les lanceurs d'alerte, je pense, vous diraient tous, s'ils ne le regrettent pas, en tout cas, ils vous diraient tous que sachez que c'est un poids psychique, social, politique énorme, parce que c'est des gens qui ensuite sont blacklistés de tout pendant des années, plus personne ne veut les recruter. Mais voilà, on a plein de
En fait, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Enfin, on peut être fataliste, dans ce cas-là, autant être nihiliste, mais, et se faire exploser au bout de la rue, ou faire du yoga dans son coin. Mais si on n'est pas dans ce fatalisme nihiliste, on a tous une capacité d'action. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait terminer pour être optimiste sur... sachant que je n'ai pas la solution, mais on a tous à inventer en fait de quoi demain sera fait. Voilà.